Alors, les métamorphoses de la grandeur, imaginaire social et célébrité au Québec. Bon, c'est pour moi d'abord, ça forme pour moi d'abord d'une certaine façon un diptyque avec l'ouvrage que j'avais fait paraître en 2016 aux presses de l'Université de Montréal, La communauté du Dehors, imaginaire social et crimes célèbres au Québec, où j'étudiais des crimes célèbres qui avaient marqué l'imaginaire social du 19e siècle québécois en essayant de retracer un peu la totalité des traces qu'ils ont laissées dans la mémoire collective. Alors, dans ce nouveau livre, d'une certaine façon, je fais subir, si on veut, un traitement comparable à des figures contemporaines qui se sont imposées très fortement à la perception et à la conscience de la société québécoise contemporaine. Et donc, l'idée, c'est encore une fois d'étudier l'ensemble des traces qu'elles ont laissées et surtout, puisque c'est l'objectif ultime, en fait, comprendre ce que ces traces nous disent de notre société actuelle. Alors, l'ouvrage est divisé en quatre grandes parties. Chaque partie est consacrée à une figure en particulier. Alors, il y en a quatre. Le commandant Robert Piché, d'une part, Dédé Fortin, d'autre part, Louis Cyr, en troisième lieu, et finalement, Carla Homolka. Donc, diverses raisons m'ont conduit à choisir ces figures-là pour les étudier. Alors, bon, premièrement, euh, le postulat de base, si on veut, de l'ouvrage, c'est-à-dire le principe sur lequel la totalité, l'ensemble de la démarche se fonde, je le formulerai de la façon suivante. Donc, quand on cherche à comprendre l'imaginaire d'une société, les figures célèbres sont des objets privilégiés. Pourquoi? Parce qu'elles suscitent chez les membres d'une société des réactions fortes, des prises de position, des émotions, des convictions. Bref, elles fournissent l'occasion à une société d'exprimer ses convictions, d'exprimer ses affects, ses valeurs, ses peurs, ses obsessions, etc. Donc, d'une certaine façon, les figures célèbres en viennent à cristalliser finalement les préoccupations de leur époque, hein, puisqu'elles offrent un repère, en quelque sorte, qui accompagne les membres d'une société dans leur expérience de la réalité et dans leur compréhension de cette réalité. Donc, d'où l'intérêt d'étudier ces figures célèbres, et non seulement de les étudier, mais d'en étudier aussi plusieurs conjointement, et notamment des figures qu'on ne songerait pas nécessairement à lire ensemble aussi. C'est un autre aspect de l'ouvrage, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, la base de mon enquête sur l'imaginaire social de la société québécoise contemporaine, comme base d'enquête, j'ai cherché justement à rassembler des figures qui sont contemporaines les unes des autres, contemporaines dans l'imaginaire, sinon dans la réalité, c'est-à-dire que leur représentation coexiste au sein d'un même espace public, qui est celui de la société québécoise contemporaine. Donc, j'ai cherché à rassembler des figures contemporaines les unes des autres, qui sont à la fois très différentes et semblables. Des figures qui ont en commun d'être des symboles collectifs, d'être devenus des symboles collectifs très forts. Des figures qui ont en commun aussi d'apparaître comme des incarnations de l'exceptionnel. Et surtout, et ça c'est l'aspect qui m'intéressait le plus, c'est l'aspect central en quelque sorte, des figures qui ont généré de très fortes réactions collectives et affectives. Alors, j'avais besoin en même temps de choisir des figures très différentes, puisque l'intérêt de l'ouvrage, c'est justement dans leur combinaison. Hein, l'idée, c'est de faire une saisie un peu panoramique de l'imaginaire social et de ses dynamiques contemporaines que je cherche à saisir donc, dans la diversité de ses facettes. Alors, si j'avais choisi, par exemple, uniquement des figures criminelles comme Carla Molka, des figures sportives comme Louis Cyr, ou des figures, par exemple, venant du monde des arts comme Dédé Fortin, alors ce sont des univers de représentation propres à certains domaines que j'aurais saisis, hein, et non pas l'imaginaire social dans sa globalité, hein, pour ainsi dire. L'imaginaire social qui n'est pas seulement donc l'un ou l'autre de ces univers, mais bien qui traverse l'ensemble et qui est à la fois pluriel, c'est-à-dire fait de sous-ensembles de représentations spécifiques, mais cohérent en même temps, puisqu'il y a des passerelles justement entre ces différents univers ou des traits communs qui relient entre qui relie, les traits communs qui relient entre elles la célébrité des quatre figures étudiées, hein, donc aussi différentes soient-elles par ailleurs. Alors, le postulat de base est assez simple, mais évidemment, ça engendre une démarche qui, elle, est assez complexe, ou plutôt un corpus qui est complexe. Puisque concrètement, ce que j'étudie, c'est l'ensemble des représentations et des pratiques sociales qui ont fait vivre mes personnages dans l'espace public, hein, les quatre personnages étudiés dans le cadre du livre. Ou, si on veut le dire plus simplement, l'ensemble des choses qui ont fait exister ces quatre personnages dans l'espace public. Tout ce qui leur a donné, finalement, une existence publique, tout ce qui les a donné à voir, à lire, à entendre et à aimer. Euh, euh,
depuis leur toute première apparition médiatique jusqu'à nos jours. Hein. Le corpus s'interrompt le 31 décembre 2019, là, puisque c'est l'époque à laquelle j'ai à peu près terminé l'écriture du livre, alors je ne pouvais pas aller au-delà. Donc tout ce qui a fait exister les figures de leur première apparition médiatique à nos jours fait précisément l'objet de ce livre. Alors, on trouve de tout là-dedans, on trouve des articles de journaux, émissions de radio, émissions de télévision, du cinéma, bien sûr, des romans, biographies, théâtre, chansons. Le domaine de l'image est également très présent. Les caricatures, les peintures, la photographie, sculptures, les musées, les cérémonies ou les événements publics, les objets de consommation, des comportements, par exemple, ceux des fans. Donc, je ne pouvais rien exclure puisque l'imaginaire social, c'est précisément ce qui tient tout ça ensemble. Et donc, à cet ensemble de documents s'ajoutent aussi des éléments d'archives. Dans certains cas, le discours de réseaux sociaux auquel je me suis intéressé, qui est devenu à notre époque un incontournable quand on cherche à comprendre les dynamiques discursives d'une société. La correspondance aussi, et l'histoire orale, puisque j'ai été amené à faire un certain nombre d'entretiens avec le commandant Robert Piché, par exemple, qui m'a livré un témoignage sur son expérience de la célébrité et de la correspondance. J'ai réussi à retracer, par exemple, les lettres que les admirateurs de Dédé Fortin ont déposées sur le pas de sa porte au lendemain de sa mort en mai 2000. Ou par exemple la correspondance citoyenne que des membres du public enragés ont envoyé au gouvernement dans les années 90 au sujet de l'affaire Homolka, hein, pour exprimer publiquement leur colère, etc. Donc, ce qui donne une analyse très dynamique, très foisonnante et qui contribue, je pense, à éclairer plusieurs phénomènes, ou pour le dire autrement, une analyse qui est pertinente sur plusieurs plans. On pourrait dire, je crois qu'il y a 4 grandes échelles de pertinence. Donc, premièrement, l'analyse nous offre une compréhension des 4 figures étudiées. Ces 4 figures-là n'avaient jamais fait l'objet d'études. On avait des études, par exemple, sur Maurice Richard, sur Céline Dion, sur Émile Nelligan, mais pas sur aucune des figures sur lesquelles je me suis penché, sauf peut-être sur Karla Homolka, qui a suscité dans le domaine anglophone un certain nombre de travaux, mais qui n'avait jamais dans l'espace francophone. Donc ça, c'est la première échelle de pertinence, évidemment. L'étude offre une compréhension neuve de ces 4 figures marquantes de l'imaginaire actuel. Deuxième chose, et par le fait même, évidemment, mon enquête contribue à éclairer ce phénomène proprement moderne et intimement relié à l'essor des médias, qui est le vedettariat. Hein, puisqu'évidemment, toute l'analyse nous conduit finalement à essayer de comprendre ces mécanismes, les mécanismes même de la fabrication de la célébrité et de la grandeur dans les sociétés médiatiques qui sont les nôtres. Troisième chose, hein, si on continue à monter l'échelle, évidemment, ça nous offre aussi un portrait, une compréhension élargie du Québec contemporain et de son imaginaire social. Donc, autrement dit, l'analyse contribue aussi à éclairer, à faire comprendre sous un aspect neuf, un nouvel éclairage, cette société qui est la nôtre, qui est le Québec contemporain. Et finalement, l'enquête permet aussi d'approfondir la compréhension qu'on a de l'imaginaire social d'une façon, disons, un peu plus globale, ou à un niveau peut-être plus théorique. Même si ce n'est pas un ouvrage que j'ai voulu théorique, l'analyse reste toujours très près des objets, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que de l'analyse elle-même se dégage implicitement une vision un peu théorique de l'imaginaire social, hein, c'est-à-dire une façon de le comprendre, de le définir. Un exemple, l'ouvrage montre, par exemple, comment des systèmes de représentation collective ont pu se former à telle ou telle époque et rester disponibles ensuite aux époques ultérieures, donc renaître à des époques ultérieures, mais toujours sous une forme transformée, c'est-à-dire sous une forme adaptée, évidemment, à des nouveaux contextes et aux spécificités de ces nouveaux contextes. Par exemple, ce que j'essaie de montrer, entre autres choses, dans la partie qui est consacrée à la figure de Dédé Fortin, c'est qu'on ne pourrait pas comprendre la célébrité de Dédé Fortin et les formes très précises qu'elle a prises, sans comprendre la vivacité, encore à notre époque, mais sous des visages toujours différents, sans comprendre la vivacité donc des mythologies artistiques qui nous viennent de l'époque romantique au 19e siècle. Mythologies artistiques qui ont contribué à déterminer aussi bien la manière dont Dédé Fortin lui-même a été amené avec l'aide des médias à construire sa figure d'artiste que la manière dont son public le perçoit.
mais c'est plus que ça encore, puisque c'est pas seulement la manière dont son public le perçoit. Ce que j'essaie de montrer aussi, c'est comment le public se trouve pris lui-même dans ces mythologies romantiques qui en viennent à déterminer la façon dont il agit, hein, la façon dont, après la mort de l'artiste, la manière dont le public va le pleurer, la manière dont ses fans vont lui écrire, la manière dont ses fans vont lui rendre hommage, la manière dont on va lui consacrer des lieux de mémoire, la manière dont, bref, le public va l'aimer. Et donc, et l'originalité de l'ouvrage est aussi là, je pense, dans cette manière un peu globalisante d'appréhender l'imaginaire social, qui nous ramène au fond à la théorie de l'imaginaire social qu'avait élaboré le philosophe Cornelius Castoriadis, mais que je cherche à saisir et à asseoir sur des analyses concrètes, hein, sur des analyses empiriques. Mais donc, l'originalité de l'ouvrage est là aussi dans cette façon de saisir l'imaginaire social, qui n'est pas seulement des représentations, comme on le définit souvent, mais qui est beaucoup plus large, hein. Quand on étudie les comportements, quand on étudie des émotions, quand on étudie des manières d'agir, des manières de faire, des manières d'être, on étudie aussi de l'imaginaire social. Et c'est un peu ce que j'ai voulu montrer, puisque l'imaginaire social, pour moi, c'est justement ce qui fait tenir ensemble, pour les membres d'une société, la totalité d'une expérience du monde.